Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Si, comme une grande partie de la population, tu te sens parfois dissocié de toi-même, de tes propres émotions, parfois impuissant à réagir à certaines situations, que tu te sens inhibé, que tu as du mal à t'affirmer, ou bien au contraire, si tu es contrôlant, un peu rentre-dedans, si tu éprouves de l'anxiété ou même de la panique, si tu as une tendance à fuir certaines situations plutôt qu'à y faire face, alors tu peux rester avec moi parce que cet épisode est pour toi. Parce qu'en effet, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est pas vraiment toi. Je m'explique. Ce sont des configurations de ton système nerveux qui est resté bloqué de manière préférentielle dans l'un des 3 états de ton système nerveux, qui cherche toujours à te mettre en sécurité. Le problème, c'est juste qu'il est resté fixé, généralement pour des raisons traumatiques, sur cette position et que ça n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc tu peux reconquérir la flexibilité de ton système nerveux et tu peux sortir de ces positions réactionnelles pour pouvoir redevenir la vraie personne que tu es. Alors je vais prendre plusieurs épisodes pour expliquer la théorie polyvagale parce que c'est quelque chose de très important qui paraît assez simple au premier abord, mais qui implique tellement de choses qu'on a besoin de bien les expliquer. Alors si le sujet t'intéresse, reste connecté pour les prochains épisodes. Dans l'univers de la psychologie, de la thérapie et puis finalement dans tout le champ du bien-être, la théorie polyvagale nous apporte un grand changement parce qu'elle dresse une cartographie du système nerveux et de ses 3 grands états. Ces états définissent nos états intérieurs à tous les niveaux, qu'ils soient physiologiques, émotionnels ou mentaux. Alors on va voir qu'il y a un de ces 3 grands états qui nous permet de nous connecter au cœur, d'une manière tangible, réelle, pas dans une sorte de nébuleuse où on se raconterait qu'on est connecté au cœur, mais sans avoir une réelle connexion en réalité. Et en tant que chaîne qui s'appelle Cœur Conscient, c'est vraiment là que converge tout mon travail, tout le sens que je mets à accompagner les personnes, tout mon objectif profond dont je ne parle pas en réalité, mais vers quoi je tends, qui est de trouver des chemins qui soient audibles pour tous et qui permettent de les reconnecter à leur cœur. Alors c'est Stephen Porges en 1994 qui a montré que les états de confiance et de sécurité sont spécifiques aux mammifères et que ces états sont la base de toute la gamme des émotions positives comme la compassion, l'acceptation, le courage, la joie, la clarté dans nos perceptions, le calme, les états de flow comme la créativité, le changement de connexion, l'amour, la paix, etc. Donc tout le propos de la théorie polyvagale, telle que je la lis en tout cas, c'est de pouvoir instaurer en soi d'abord des petits sentiers qu'on va débroussailler dans la forêt vierge de nos états activés ou dissociés. Et puis peu à peu, des chemins et des routes et enfin des autoroutes pour que
nous puissions toujours nous relier, même dans les situations d'adversité ou de danger, à cet état central. Parce qu'en tant qu'être incarné, l'objectif de nos systèmes, c'est pas le bonheur, c'est la survie. Que nous le voulions ou non, on est câblé de cette manière et on est obligé d'en tenir compte si on veut se sentir bien. On arrive au monde avec notre instinct de survie qui nous demande perpétuellement « Est-ce que je suis en sécurité ?» Moment après moment, notre système pose cette question. Si la réponse est non, alors un mécanisme se met en place pour te protéger aux dépens de tes rêves et de tes objectifs. Par contre, si la réponse est oui, alors le bien-être et le bonheur viendront de surcroît parce que tout découle de cet état de sécurité. Donc notre système nerveux, il passe son temps à définir si on est en sécurité ou en insécurité. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous a son système de sécurité dérégulé. Stephen Porges estime que c'est 85% de l'humanité. C'est un peu comme si le système d'alarme incendie se mettait en marche, même en l'absence de feu. C'est ce qu'on retrouve dans nos états anxieux. Depuis le stress jusqu'à l'attaque de panique, c'est l'amygdale, la petite structure du cerveau qui est en charge de détecter les dangers, qui crie au feu alors qu'il n'y en a aucun. Elle est dérégulée de manière chronique. Mais en réalité, c'est pareil pour les états de manque de confiance en soi, de méfiance envers les autres, de faible estime de soi, les sensations récurrentes de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas en faire assez, etc. Toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les émotions négatives servent en réalité à te protéger. Ce sont des informations de l'état interne dans lequel tu te trouves. Soit tu te bats contre ces informations et tu t'épuises sans jamais trouver la bonne sortie, soit tu coopères parce que tu comprends que ces états sont tes alliés et que c'est grâce à eux que tu vas pouvoir te libérer de leur fonction de protection. Donc le paradigme qui dit « je suis trop ceci, pas assez cela, il faut que je me corrige, etc. » il est dépassé avec la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, elle te dit « c'est pas toi qui a quelque chose qui ne va pas, c'est pas toi qui a des défauts, des choses à changer, à corriger. » Il faut juste que tu apportes de la régulation à ton système nerveux pour qu'il puisse sortir de ces états dérégulés dans lesquels il est coincé. Donc il faut arrêter d'être avec toi comme si tu étais ton pire ennemi, parce que tu te condamnes d'être comme tu es. Et en réalité, c'est à cause de mécanismes que tu ne comprends pas. Donc sans cette connaissance du fonctionnement de ton système nerveux autonome, et sans la conscience de ce que ça produit en toi, tu peux passer une vie entière à essayer de résoudre des problèmes en te battant contre toi-même. Donc c'est dans le corps que tu peux retrouver la carte qui va t'indiquer le chemin de la guérison. Alors reste avec moi, je t'explique. Deb Dana dit que la théorie polyvagale, c'est la science pour se sentir en sécurité et pour pouvoir tomber amoureux de sa vie et prendre le risque de la vivre à 100%. Cette approche, elle fournit une carte claire du mode dans lequel ton système nerveux autonome se trouve. Et sur cette carte, on va pouvoir guider notre système de navigation, qui donc est notre système nerveux autonome, pour qu'il puisse revenir à un ancrage dans l'état de sécurité. Alors, le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est ? C'est ton système nerveux qui est inconscient et automatique. Tu n'as pas à t'en occuper, il fait son travail tout seul. Il régule le cœur, les vaisseaux, les poumons, tout le système digestif, la vessie, les organes sexuels, la sécrétion de larmes, de salive, de sueur, la température, la coloration de la peau, le timbre de la voix, la manière dont tu vas percevoir les sons, et j'en passe. Donc il est en interaction avec le système immunitaire aussi.
Il est sous le contrôle de l'hypothalamus. Il comporte 2 grands systèmes, donc ça il faut bien écouter ça, qui relient le cerveau à l'ensemble du corps. D'une part, le système sympathique, qui est orienté vers la dépense de l'énergie et la mobilisation de l'organisme envers la menace. Donc c'est un accélérateur. L'énergie est là, elle monte, elle est donnée, elle est fournie à l'organisme. Et d'autre part, on a le système parasympathique qui lui est orienté vers la récupération et la conservation de l'énergie. Donc c'est un frein. Alors, les 3 grands états du système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est ? Alors on raisonne toujours par rapport à la survie. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre l'évolution des différents systèmes. On a un premier circuit d'immobilisation qui existe chez tous les vertébrés jusqu'aux règnes les plus anciens, qui est apparu il y a 500 millions d'années et qu'on appelle le système vagal dorsal. Donc ce système, sa vocation, c'est de fermer rapidement et complètement les systèmes comportementaux et physiologiques qui sont gourmands en énergie. Il veut garder, conserver l'énergie pour la survie. Donc son trajet, il va du tronc cérébral jusqu'aux viscères et aux organes profonds de l'abdomen. Et cette conservation de l'énergie va se manifester par une sorte de figement, de soumission et d'effondrement de l'énergie. Donc c'est comme si on accélérait, on roulait plein pot sur l'autoroute et tout d'un coup, il y a un frein massif là qui vient piler et qui vient tout effondrer. Donc il entraîne la sortie par le bas de la fenêtre de tolérance. Chez les animaux, quand le système sympathique, c'est-à-dire les systèmes de combat et de fuite, ne peuvent plus fonctionner pour une raison ou une autre, qu'un animal ne peut plus échapper à son prédateur, il va faire le mort. Et chez nous, humains, ce mécanisme de faire le mort, ça va se traduire plus par des sentiments d'impuissance, de sidération, de soumission. On peut faire un malaise vagal aussi. Et tout ça, ça a certes des avantages en termes de survie, mais c'est toujours une expérience handicapante pour les personnes qui sont victimes de trauma. Alors si tu es à dominante vagale dorsale, tu vas avoir l'impression de manquer d'énergie. C'est normal puisque cette énergie est conservée et préservée pour ta survie. Ça va être difficile de se lancer dans des grands projets ou de cultiver des ambitions parce que l'impression de manquer d'énergie va très vite te freiner et te faire croire que c'est pas réalisable. Encore une fois, rappelle-toi que tout ça, ça n'est pas toi, ça n'est pas ton identité. Ça n'est qu'un état de ton système nerveux, une perception qui te fait croire que c'est ta réalité, mais en tout cas, celle-ci peut changer. Dans les sensations, le vagal dorsal, étant donné qu'il est surtout relié à ce qui se passe en dessous du diaphragme, il va se manifester par une boule au ventre qu'on retrouve dans les peurs intenses en général. On va d'ailleurs avoir souvent des problèmes de digestion. Souvent, la respiration est quasiment inexistante, elle est très faible. La personne est comme en apnée. On peut avoir une impression de suffoquer, avec le besoin récurrent de prendre de grandes inspirations. Les extrémités, elles sont froides puisque tout le sang afflue vers les organes vitaux. Donc, il quitte complètement les mains et les pieds. Et on peut ressentir souvent une sensation de lourdeur, d'accablement, de paralysie, d'impuissance. Voilà, c'est associé d'ailleurs à cette grande fatigue qu'on peut ressentir. Les pensées qui vont avec ça, c'est plus en mode je vais pas y arriver, ça c'est pas fait pour moi, c'est trop dur, à quoi bon, etc. Et sur un plan comportemental, on va avoir toutes les attitudes de pas oser, de rester timide,
de demander du soutien aussi, d'avoir besoin de se plaindre et d'être réconforté. On est défaitiste, pessimiste, on passe pas à l'action, on se protège, on se rend invisible, on se fait discret. Parce qu'en fait, on se sent illégitime, pas important, pas assez, etc. Il peut y avoir aussi beaucoup de procrastination dans cet état. On attend que les choses passent. Alors, le deuxième grand état, c'est le circuit qui soutient les comportements de mobilisation de l'organisme pour la survie. Donc, c'est le système sympathique qui est vieux de 400 millions d'années et qui va se manifester en fight or flight. Donc, il a deux modalités que je vais détailler. Donc, l'organisme, là, on est face à une menace. Donc, dans le vagal dorsal, on est vraiment face au danger. Le danger est là et donc il faut conserver son énergie et préserver sa survie. Dans le sympathique, on est face à une menace, c'est-à-dire que le danger se profile à l'horizon, mais il n'est pas encore vraiment là et on a encore les moyens de fuir ou de combattre. Donc dans cette configuration, on va avoir une montée en pression de l'énergie, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la respiration augmente, les glandes surrénales rentrent dans la danse et elles sécrètent du cortisol. On a de la noradrénaline et de l'adrénaline. Tout le sang afflue vers les muscles qui sont tendus, mobilisés. On transpire, on a chaud. Alors donc on a deux dispositions dans le sympathique. On a le sympathique fuyant, donc c'est le flight. Si tu es à dominante sympathique fuyante, tu vas plutôt avoir tendance à chercher à éviter le conflit, à utiliser la plaisanterie par exemple pour éviter de parler des choses sérieuses, des choses contrariantes. Tu vas éviter de penser aux choses, tu vas éviter d'être en contact émotionnel avec les choses qui te contrarient ou qui sont douloureuses. Il va pouvoir y avoir une forme de recherche un peu frénétique, soit de divertissement, soit de développement personnel, même de spiritualité. C'est un des états dominants qui est le plus difficile à déterminer parce que quand on est en sympathique fuyant, on va avoir tendance à s'échapper de nos problèmes et à dire, mais même à ressentir que, en effet, tout va bien puisque on ne se met pas en contact avec. Donc on peut vivre sa vie en n'affrontant pas réellement les responsabilités, mais en développant des stratégies qui vont faire qu'on va réussir à passer entre les gouttes et à s'en sortir. Donc tu vas aussi pratiquer la pensée positive et en faisant ça, donc tu vas éviter de te confronter à la réalité et tu peux même en arriver à des états dissociatifs finalement. Même si le corps t'envoie tout le temps des messages, tu ne les écoutes pas, tu y restes sourd. Et donc à long terme, ça peut donner lieu à des problèmes de santé puisque tu n'es jamais synchrone avec ton corps. Il y a même une sorte de satisfaction à éviter les souffrances et les blessures du passé, comme si on avait finalement réussi un défi. On voit ça à l'œuvre chez les personnes qui utilisent beaucoup le développement personnel, la méditation. C'est un échappatoire qui peut être parfaitement au point. Et on peut passer sa vie à se raconter qu'en fait on fait tout bien, on a une super hygiène de vie, une hygiène mentale. Mais en réalité, ça peut être une sorte de fuite en avant perpétuelle. Donc, comment faire finalement pour repérer si c'est vraiment un sympathique fuyant ou un vagal ventral qui serait effectivement lui aussi qui se sentirait bien? En fait, il faut regarder ce qui a déjà été accompli, c'est-à-dire est-ce que les rêves, les projets qu'on avait étant jeunes, est-ce qu'on les a réalisés? Est-ce qu'au moins on s'est mis en route pour poser des actes et pour y parvenir? Voilà, parce que comme on a dans cet état-là,
On a effectivement tous les neurotransmetteurs du bonheur, les hormones du bonheur, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. C'est vrai que ça peut être un peu trompeur parfois. En fait, si on va au fond des choses, le sympathique fuyant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se protéger de tout ce à quoi expose le chemin du succès. C'est-à-dire que quand on va vers le succès, on se confronte à des échecs, on se confronte à des déceptions, on se rend visible, donc on s'expose à des jugements, on doit sortir de l'anonymat. On peut éprouver de la honte, on peut se sentir abandonné aussi par certaines personnes auxquelles on était attaché mais qui ne souscrivent pas, qui ne sont pas d'accord ou qui sont jalouses de notre succès. Donc voilà, le succès expose à plein de choses en fait, à plein d'émotions. Donc le sympathique fuyant finalement, il a très peur de se confronter à tout ça. Et il reste sur le bord à regarder tout ça de loin. Au niveau de ses sensations, il va être beaucoup dans une forme d'agitation. Il va avoir du mal à tenir en place et à rester longtemps au même endroit. Sa respiration est saccadée. Les émotions qu'il vit, elles sont souvent en lien avec la fuite, donc comme ça peut être le mensonge, ça peut être la mauvaise foi. Et c'est aussi beaucoup l'extériorisation des responsabilités, c'est-à-dire c'est jamais soi, c'est toujours soit les circonstances, soit les autres. Mais on reste toujours dans une posture de victime et on râle. Alors le sympathique agressif, quant à lui, il est dans une disposition d'esprit où il faut toujours se battre, il faut agir, il faut toujours être en mouvement. Donc il travaille beaucoup, il cherche à mériter les choses, c'est vraiment la méritocratie. Il se donne des challenges, il est endurant, il abandonne jamais. Il peut se faire violence, il peut se maltraiter même lui-même, se mettre la barre très haut. Donc il a beaucoup de tension dans son corps. Physiologiquement, il a un rythme cardiaque élevé, il a une respiration qui est superficielle, rapide, il est un peu en hyperventilation, il est agité, il est nerveux. Donc le sympathique agressif, il a toujours besoin d'énergie pour se maintenir dans cet état dans lequel il est. Par exemple, s'il est en baisse d'énergie, s'il est malade, c'est compliqué pour lui, étant donné qu'il ne sait pas se préserver, il ne sait pas récupérer son énergie sagement et tranquillement. En fait, le fait d'être en baisse d'énergie, ça a tendance à l'angoisser. Donc il va avoir tendance à choisir des activités qui lui donnent de l'adrénaline. Pour lui, se sentir vivant, c'est ressentir l'adrénaline. Sinon, le reste du temps, c'est du temps perdu. Donc le principal danger pour lui, bien sûr, c'est l'épuisement, puisqu'il dépense sans compter son énergie et sans jamais être en contact avec sa réalité profonde. Et donc, il court au burn-out. Il peut aussi avoir tendance à retourner son agressivité contre lui-même, en étant trop exigeant et à manquer de compassion, à être trop dur avec lui. Voilà, les émotions qui l'animent, ça peut être c'est la colère, la frustration, l'injustice. Ça peut être l'injustice, par exemple, prendre une revanche sur la vie qui guide toutes ses actions toute la vie durant et qui le mettent en mode combat, en tout cas des émotions qui le mettent en mode combat. Ça peut être des personnes extrêmement contrôlantes ou qui vont se sentir agressées par la moindre chose et répondre par l'attaque. Alors, le système vagal ventral, je ralentis ma voix pour être en synchronisation avec ce dont je parle. J'étais un peu en sympathique là quand je parlais du sympathique, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc le vagal ventral, c'est le circuit spécifique aux mammifères qui a 200 millions d'années et qui est capable de calmer les deux autres, qui est capable de venir vraiment tranquilliser, apaiser le sympathique et le vagal dorsal. Donc ce système, il nous ancre dans la sécurité et c'est à partir de là que le bien-être, le bonheur et la santé sont possibles.
On communique avec les autres quand on est ancré dans son vagal ventral, on est en connexion, on est en confiance et on est capable de relativiser les contrariétés, les stress de la vie. La branche du nerf vague ventral, elle va passer par le visage, la tête, l'oreille et puis le pharynx et elle va redescendre jusqu'au cœur. Donc cette voie-là, elle assure le réglage des sons, la manière dont on perçoit les sons, la vocalisation, c'est-à-dire la chaleur, le timbre d'une voix. On sent si la personne est ancrée dans son ventral parce que sa voix va être chaleureuse, va nous être agréable, va vibrer, alors que quelqu'un qui va être par exemple en dorsale, sa voix va être peut-être beaucoup plus métallique ou en tout cas plus dissonante. Ce sont des choses subtiles, mais qu'on perçoit en réalité très bien, dont on n'est pas nécessairement conscient, mais qu'on est en capacité de percevoir. Cette branche vagale ventrale va aussi moduler toutes les expressions du visage, toutes les expressions émotionnelles. Donc il y a des tas d'expressions qu'on serait incapable de décrire avec les mots, mais qu'on peut voir passer sur un visage avec beaucoup de précision et de finesse. Donc on peut expliquer toutes ces nuances par le fait que ce sont des fibres myélinisées qui font passer l'influx nerveux de manière beaucoup plus précise et rapide. D'ailleurs, on appelle cette branche le nerf vague intelligent. Alors, en vagal, qu'est-ce qu'on va ressentir ? On va ressentir du calme, de l'apaisement, un rythme cardiaque et une respiration fluide et ample. Les tensions du corps se relâchent et on peut le ressentir au niveau des épaules, des cervicales, de la mâchoire, des muscles du visage. Tout est détendu et ouvert. Il y a une sensation de légèreté, de lucidité, une capacité à être pleinement présent aux situations, à la fois aux situations qui se présentent dans notre vie, mais présent à soi-même, aux émotions qui montent en nous et qui se présentent aussi. On va pouvoir les accueillir tranquillement, les prendre en charge. Si ce sont des émotions difficiles, si c'est de la tristesse, de la colère, si on a un pied qui est ancré dans le vagal ventral, on va pouvoir, par exemple, vivre de la colère, de la tristesse, de la contrariété et avoir une partie de soi qui est capable de prendre en charge ces émotions. Donc c'est le seul état de tous les états du système nerveux dans lequel on est capable de vivre de l'amour, de la joie, de la compassion, de la gratitude, toutes ces émotions positives que j'ai énumérées au début. Donc c'est l'état dans lequel on vit de la sécurité. Tout va bien. Et du coup, à partir de ce tout va bien, on peut avoir envie d'entreprendre des choses, c'est-à-dire de solliciter le sympathique pour rentrer en action, mais de manière créative, de manière ludique, de manière enthousiaste et joyeuse. C'est aussi la position dans laquelle on va être véritablement en contact avec les autres. On va être en capacité à les écouter, à les accueillir comme ils sont, sans se laisser atteindre, parasiter par leurs états émotionnels. Donc on va plutôt, on le verra ça dans un prochain épisode en parlant de la co-régulation, mais on va plutôt aider les autres par notre état, par notre ancrage dans le calme. On va les aider à eux retrouver le calme. C'est quelque chose qui se fait tout seul, on n'a rien à faire. C'est une des merveilles du système nerveux qui s'appelle la co-régulation. Alors quand notre niveau d'activation sympathique et parasympathique est dans notre fenêtre de tolérance, notre système vagal ventral fonctionne. C'est-à-dire qu'on est dans cet état corporel, émotionnel, qu'on maîtrise
Donc en fait, je reviens à cette notion de fenêtre de tolérance, donc voir épisode 1 du podcast, où tant qu'on est dans notre fenêtre de tolérance, notre vagal ventral va fonctionner. On arrivera toujours à prendre en charge les états qui frisent les bordures de cette fenêtre de tolérance et qui tendent vers soit des états un peu aigus, soit vers de la déconnexion, mais on arrive toujours à les prendre en charge. Par contre, quand ces sensations deviennent trop intenses et trop débordantes, et qu'on bascule dans la panique, dans la rage, dans une colère très forte, et qu'on se dérégule, ou alors qu'on est débordé et qu'on sombre dans l'abattement et l'impuissance, donc sorti de la fenêtre de tolérance par le bas, là, notre vagal ventral n'arrive plus à récupérer les émotions qui sont au-delà de ces barrières, et c'est la dérégulation nerveuse. Et donc ces états de dérégulation, quand ils sont vécus de manière répétée, voire systématique, ils peuvent avoir des conséquences qui sont de simplement gênantes jusqu'à dramatiques en fait à l'échelle d'une vie quand c'est vécu de manière chronique. Il y a des vies qui peuvent vraiment partir, comment je peux dire, de travers, simplement à cause de cet état de dérégulation où on n'arrive plus à rattraper et à contenir les difficultés. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir réguler ce système nerveux autonome en lui réapprenant ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. De la même manière que le système nerveux a été littéralement façonné par les expériences de vie passée, d'ailleurs depuis la vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui, il est aussi possible de créer des nouvelles expériences qui peuvent venir remodeler le système nerveux et il est possible d'interrompre les schémas de réponse pour en créer des nouveaux, notamment en apprenant à stimuler plus régulièrement le vagal ventral pour développer notre capacité à revenir en sécurité. Donc il faut imaginer que même quand les états sympathiques et vagal dorsal sont activés à l'arrière-plan, le vagal ventral est là, toujours en soutien et disponible pour qu'il soit possible de revenir à la sécurité. Alors maintenant qu'on a défini les 3 grands états du système nerveux, on va faire en sorte de repérer en soi quand ces différents systèmes s'activent le plus souvent. Donc en réalité, on change d'état sans doute des centaines de fois par jour au cours d'une même journée, et ça c'est normal. C'est juste le signe que notre système nerveux fait son travail. Mais ce qui est important d'essayer de repérer, ce sont nos états préférentiels. Donc je t'encourage à créer vraiment ta carte personnelle et à le faire autant pour les situations d'adversité que pour les situations sociales, quand tu as affaire aux autres et au groupe en particulier, puisque la situation de groupe va activer particulièrement la menace pour la survie. Et si tu as activé tes systèmes de défense, encore une fois, dis-toi que c'est pas ta personnalité, mais c'est une réaction de ton système nerveux à des situations que tu as vécues et où tu as perdu la connexion à ton état de sécurité. Donc c'est en prêtant attention à des petits moments de dérégulation de ton système nerveux, avec de la compassion, que tu vas pouvoir véritablement entrer dans un processus d'écoute et de communication avec toi-même et avec tes processus profonds. Alors essaye de faire ça, tout simplement. Pose ta conscience sur les différents moments de ta vie et juste observe. L'idée là, c'est de commencer à devenir conscient de tes états qui sont habituellement inconscients, de manière à savoir où tu en es sur ta carte et si tu as besoin de revenir à la sécurité. Donc c'est pas grand-chose dit comme ça, mais en réalité ça va te demander beaucoup d'attention par rapport à toi-même et c'est vraiment toute une manière d'être, toute une attitude profonde que je t'encourage à développer. Aide-toi d'un cahier, prends des notes,
Fais un petit bilan à la fin de ta journée de tes observations, des moments forts dans lesquels tu t'es senti peut-être un peu plus en difficulté ou au contraire dans lesquels tu t'es senti bien ancré en toi et bien sereine. Voilà, on se rejoint dans un prochain épisode pour la suite de la théorie polyvagale.